Donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, quand j'ai nous, c'est un grand nous. Moi-même, Sylvie Nuria et Pierre Arnaud, qui allons parler aujourd'hui, mais également Émilie Gassiès et Marie Binetruy, qui avons participé ensemble à l'élaboration de ce parcours en 3 webinaires. Également Lydie Aimé, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais on était 4 coachs ICF dans le cadre de la Semaine internationale du coaching à préparer ce parcours en 3 webinaires pour vous partager, faire partager notre expérience d'accompagnement de transformation des dirigeants. Voilà. Donc, Pierre, je vais te laisser te présenter, puis après, je me présenterai en quelques mots. D'accord, merci. Écoutez, moi, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis, comme l'indique la diapo, fondateur, mais ex-dirigeant de Naoki, qui est une entreprise que j'ai créée en 2001 et que j'ai cédée il y a 2 mois. Donc, je l'ai transmise. On pourra peut-être en parler Mhm. dans le déroulé de ce webinaire. Naoki, c'est une entreprise de propreté basée en Franche-Comté. Moi, j'ai pas réussi à modifier mon nom, mais je suis à Besançon. Euh, Entreprise de propreté donc en B2B basée en Franche-Comté et qui représente environ 5 millions de chiffre d'affaires et 180 salariés. Et on s'est connu avec Sylvie Nuria, notamment parce que Naoki a participé à la CEC Bourgogne-Franche-Comté, donc qui a commencé en mai 2023 et qui s'est terminée en février 2024. Mhm. Voilà. En beauté. Merci beaucoup. Merci Pierre d'être parmi nous. Donc moi, Sylvie Nuria, je suis ingénieure de formation, arts et métiers. C'est pas pour ça que je vis avec l'Uni, mais quand même un peu. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le développement, l'environnement et le développement durable, on va dire. D'abord en chef de projet environnement, puis ensuite en consultante en développement durable. J'ai vécu 8 ans au Québec et c'est au Québec que je me suis formée au coaching. Donc, je suis coach depuis 2013. Je me suis formée également à la médiation. Donc, j'ai exercé un peu dans la médiation. C'est passionnant parce que c'est comment trouver des solutions justement à des points de vue qui peuvent sembler contradictoires au départ. Et puis, depuis l'année dernière, superviseur. Et donc, effectivement, j'ai accompagné en tant que COFA dans le parcours national de la CEC 2021-2022 et dans le parcours Bourgogne-Franche-Comté en 2022, 2023, 2023, 2024. C'est plutôt ça, dans ce sens-là. Et donc, ce qu'on a conçu, c'est vraiment pour vous partager quelques points d'appui, on va dire, sur comment est-ce qu'on peut faire la transformation, comment est-ce qu'on peut accompagner la transformation. Donc, un premier webinaire aujourd'hui, on s'est dit, comment est-ce qu'on accompagne la transformation? Premièrement, changer de regard sur la situation. Deuxièmement, un passage qui n'est pas le plus confortable, mais ça, c'est Émilie et Marie qui vont nous en parler, mais qui est aussi très, très riche. Comment traverser l'inconfort pour passer de l'autre côté du gué et trouver des solutions et élargir l'espace des possibles. Voilà. Alors, on, on parle bien effectivement de transformation et non pas de changement. Et du coup, pas de simple changement. Du coup, il nous a paru intéressant pour ce premier webinaire, pardon, de distinguer qu'est-ce que l'on appelle changement de ce que l'on appelle transformation. Et souvent, le changement, c'est, on va dire, un changement type horizontal. Parfois, on dit de type 1, c'est-à-dire on regarde quelles sont les causes, les contraintes, le pourquoi en un mot, et avec la méthodologie du DMAIC pour ceux qui connaissent. Donc, on va regarder qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, en gros, et on va être dans un mode résolution de problème. Donc, on va dire bah, qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer, améliorer, réduire, changer, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on change, mais ça ne change pas. C'est ça le changement de type 1 d'ailleurs, c'est quand on se rend compte qu'on essaye de changer des choses, mais que finalement ça ne change pas. Toute référence à une situation existante ou ayant existé n'est pas fortuite, puisqu'on voit que c'est difficile de changer. Et donc on parle pour la transformation d'un changement de type 2, d'une transformation, où en fait on va se focaliser non pas sur les causes du problème, mais sur la situation que l'on souhaite et du coup mettre en face les moyens nécessaires pour arriver à cette transformation et à cette situation désirée. C'est vraiment le propre du coaching hein, pour mes collègues coachs ici. Et la question qu'on peut se poser dans ces cas-là, c'est qui devons-nous être? Je vais vous donner juste un petit exemple. Quand j'étais
au Québec, j'ai travaillé avec une municipalité qui calculait de combien est-ce qu'ils pouvaient réduire les émissions de gaz à effet de serre, leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ils sont arrivés à un objectif de 3,8% en 2030, quelque chose comme ça. Et quand je leur ai demandé comment ils avaient trouvé cet objectif, ben, l'ingénieur du coin a dit, eh ben, j'ai regardé ce qu'il était possible de faire. Et ce qu'il est possible de faire, c'est 3,8%. Sauf qu'on sait très bien que par rapport aux enjeux climatiques, 3,8% en 2030, ce n'est pas vraiment ça. Donc, un autre exemple de transformation, cette fois-ci, c'est celle du port de Copenhague, qui, je pense, c'est dans les années 2010 ou 2005 même, s'est dit, c'était un port industriel, Copenhague. Et donc, la ville de Copenhague s'est dit, dans ce port industriel, un jour, on va se baigner et ce sera une station balnéaire. Et 15 ans plus tard, c'est ce que c'est devenu. Mais pour ça, ils ont dû tout changer. Donc, c'est la différence entre avoir une vision et une situation désirée et regarder les contraintes. Okay. Un autre point par rapport à la transformation, pour dire que ça n'est pas une résolution de problème, c'est la courbe du deuil que vous connaissez certainement d'Elisabeth Kubler-Ross, qui a été là illustrée par mon ami Morgan Marzin, qui était aussi un des COFA de la CEC nationale. Ben, quand on a un problème ou une situation qui nous, qui nous enjoint à agir, ben, peut-être on a une première réaction de choc. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la résolution de problème, c'est de trouver tout de suite une décision ou une solution et d'aller tout droit. Ce qu'on vous propose dans ce parcours en 3 étapes et ce que propose la CEC, et c'est pour ça que ça marche, c'est-à-dire, Pierre va nous le dire, mais c'est pour ça que ça amène à un changement qui est plutôt un changement de type 2, ben, c'est de faire cette fameuse courbe qui passe par, certes, au début, le déni, non, c'est pas possible, c'est pas vrai, le changement climatique n'existe pas. Ensuite, une forme de colère, mais enfin, qu'a fait le gouvernement, qu'ont fait les industriels, etc., qui peut passer par une forme de négociation ou de marchandage. Moi j'ai vu dans le parcours national des personnes d'une entreprise qui fabriquait des équipements qui étaient déjà favorables à l'environnement, qui disaient, bon, bah, nous, on fait déjà ça, alors on va quand même pas, on fait déjà ce qu'on peut faire, d'accord? Donc, on négocie en disant, je fais déjà ça, ça devrait suffire. Ou bien, déjà, je ne mange pas de viande, je vais quand même pas m'arrêter de prendre l'avion. Voilà, on a tous nos... hein, je me mets dedans, bien évidemment. En bas du U, l'étape de dépression ou de déprime où on perd un peu confiance, où on perd un peu l'espoir que ça puisse changer, jusqu'à finalement arriver à une étape d'acceptation, en disant oui, il y a un problème, peut-être je fais partie du problème, mais je fais partie aussi de la solution, et il faut vraiment faire quelque chose. Et pour les personnes qui accompagnent, cette étape d'acceptation, c'est comme un pivot, enfin le pivot, il est au niveau de la... voilà, c'est ici que l'on peut se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, du coup, ben, on va expérimenter, trouver des nouvelles idées, être en brainstorming, faire des partenariats improbables avec des concurrents, pourquoi pas, ou des entreprises de la filière en amont ou en aval. Bref, on va trouver des idées que l'on n'aurait pas trouvées si on avait dit quel est le problème, quelle est la solution. On change véritablement de dimension. Ensuite, ben, parmi toutes ces possibilités, ben, on va décider pour enfin intégrer. Voilà. Alors, ces courbes du deuil, on n'en fait pas une fois dans sa vie, on en fait de multiples fois dans notre vie, bien évidemment. À chaque fois, c'est un recommencement. Un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent, et là je pense à Lisa par rapport à la formation, ça peut être utile, c'est cette courbe qui a été faite par Mathieu Van Niel, il l'a mis en Creative Commons, qui est une courbe du deuil appliquée au changement climatique. Et par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de vivre une première fois une conférence qui s'appelait l'électrochoc, donc qui est un peu l'équivalent de la première session que l'on vit à la CEC. Et quand on vit ça accompagné de cette courbe, ça nous accompagne vraiment, ça nous montre vraiment où on se situe à chaque fois dans la perception de ce qui se passe. Ça va pour la courbe du changement? Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça déjà, à cette courbe de changement ou des commentaires. Bah, s'il n'y en a pas, bah, je vais continuer. Alors, si, je vais quand même dire, bah, faut vouloir y aller dans cette descente, hein. C'est quand même vachement plus confortable de se dire quel est le problème, quelle est la solution. Parce que du coup, quand ça descend, on n'aime pas bien, sauf à la fête foraine. Et donc pour ça, pour pouvoir, on va dire, entreprendre cette courbe du changement, bah, la proposition, c'est de changer de regard sur le changement nécessaire. Et on va vous proposer
deux types de changements de regard et avec au milieu le témoignage de Pierre qui, quand je me suis dit, tiens, quel dirigeant pourrait témoigner sur le changement de regard, j'ai tout de suite pensé à Pierre. Donc, on regardera au milieu l'expérience de Pierre. Changer de regard, on pourrait le dire, c'est à deux niveaux. On va dire d'abord voir the global picture, comme disent les anglo-saxons, voir l'ensemble du système. Donc ça, on va voir quelles sont les approches, les outils, les questions pour voir l'ensemble du système. C'est la dimension objective du changement de regard. Mais on peut se dire aussi, changer de regard, c'est voir autrement, c'est-à-dire regarder à partir d'un autre espace. On va dire c'est la dimension subjective du changement de regard, c'est-à-dire à partir de quel espace en moi je regarde et qu'est-ce qui m'empêche de voir un peu plus large. Donc ça, on va regarder ça. Alors, voir les systèmes, bah, ça demande, c'est l'auteur William Ury, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a écrit qui vient de publier un livre qui s'appelle Possible, un livre vraiment extraordinaire, dans lequel il dit, donc c'est sur la médiation internationale, mais il dit la première étape, c'est de zoom out, c'est-à-dire prendre du recul pour voir la situation comme elle est. Parce qu'effectivement, et c'est le propre de notre cerveau humain, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et comme dirait Daniel Kahneman, qui travaille sur les biais, on croit que tout ce que l'on voit, c'est ce qu'il y a. Il dit tout ce que l'on voit et rien d'autre. En fait, non, il y a beaucoup plus que ce que l'on voit, mais notre cerveau est ainsi fait qu'il imagine que la réalité est telle qu'il la voit. Et donc là, en coaching, en accompagnement, on va accompagner le dirigeant ou les managers ou quiconque entreprend ce circuit de transformation à embrasser la complexité, c'est-à-dire embrasser la multiplicité des parties prenantes. Qui sont les parties prenantes? Pas seuls mes actionnaires, mes clients et mes employés, il y a beaucoup d'autres et mes fournisseurs. À embrasser, pourquoi pas, la diversité des perspectives. On ne voit pas tous la réalité du même endroit. Et puis à prendre en compte les différents besoins pour justement trouver dans cette transformation des solutions qui soient plus écologiques ou acceptables pour tous. Et donc, pour embrasser cette diversité, ça nous demande de prendre du recul. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce petit film. Attendez, je vais essayer de le passer. Peut-être vous allez voir la première image et vous allez dire, ah oui, je connais. Non? Dans cette prise de recul, en fait, eh ben, ça nous permet de voir le système plus large, c'est-à-dire quelles sont les autres composantes du système. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous comme partie prenante, comme acteur, comme environnement, comme partie prenante humaine, non humaine, quel est le vivant, quelle est la biodiversité qu'il y a autour de nous, quels sont les enjeux sociaux. Par exemple, j'ai fait une fois de la médiation environnementale sur un territoire par rapport à l'implantation d'éoliennes. Euh, Ça a été tellement, comment dire, tellement douloureux, voilà, le conflit qui s'est passé, qu'après on s'est dit, n'importe quel autre projet qui vient s'implanter sur ce territoire part avec un passif. Voilà, bah ça, faut le savoir. Quel est l'historique du territoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'historique pour cette personne, pour cette équipe, etc. Donc, prendre du recul à la fois dans le temps et dans l'espace. Je vous enverrai le lien, comme ça vous pourrez voir, il y a deux vidéos qui sont très sympas. OK? Changer de regard et voir les systèmes, c'est également partager une réalité. Vous connaissez peut-être ce conte indien avec les six aveugles qui essayent de voir qu'est-ce qu'est un éléphant. Alors, il y en a un qui dit, bah, un éléphant, c'est un sabre, c'est celui qui touche les défenses. L'autre dit, bah non, un éléphant, c'est une corde, c'est celui qui touche la queue. L'autre dit, bah non, un éléphant, c'est un mur, c'est celui qui touche le ventre de l'éléphant. L'autre dit, bah non, c'est un tuyau. Voilà. Et en fait, la réalité, bah, c'est l'ensemble de l'éléphant. Donc, comment partager les perspectives de toutes les parties prenantes? Alors là, si je me mets dans le cadre de l'entreprise, ben, bien sûr, les employés, les fournisseurs, mais aussi la communauté avoisinante et pourquoi pas les générations futures, les enfants. Hein, la question est, qu'est-ce que tu fais, papa? C'est quoi ton travail? Et ça sert à quoi? Parfois, c'est une question difficile à laquelle répondre. Voilà. Donc, partager les perspectives. Et le dernier, changer de regard, bah, c'est intégrer. C'est-à-dire, ce qu'on dit souvent en créativité, faire du oui et. Dans cette forme géométrique, quand on dit, bon, bah, là, c'est un cercle et là, c'est un carré. Et si je dis, mais c'est la même chose, les gens disent, bah, non, c'est pas la même chose. Un cercle et un carré, c'est très différent. C'est vrai. Et en même temps, pour voir comment là, c'est la même chose, il faut qu'on change de dimension et qu'on dise, tiens, comment ce serait possible que ce soit et un cercle et un carré? Et si on dit, comment est-ce que ce serait possible? Eh bien là, on dit, ah, peut-être que c'est une autre dimension.
peut-être on va trouver des solutions ou des réponses qui intègrent ces deux vérités. Voilà. Donc, changer de regard dans ces différents aspects. Ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des commentaires ou des idées qui vous viennent? Non? Et puis ensuite, eh bien, en tant que coach, quand on accompagne, bah, peut-être la question qu'on peut se poser, c'est du coup, bah, quel est le système? Hein? Quel est le système qui est considéré par le dirigeant? Donc là, je pense à Isabelle en accompagnement. Hein. Qu'est-ce qu'il voit dans son masque de plongée? Est-ce qu'il voit comme ça ou est-ce qu'il voit comme ça? Qu'est-ce qu'il considère? Son département, son équipe, son service, ou bien l'ensemble de l'entreprise, ou bien l'ensemble du secteur, ou l'ensemble de l'économie, ou l'ensemble du territoire? Voilà. Quel est le système dans lequel on se place pour se pencher sur, on va dire, un problème à résoudre ou une situation? Et puis, en tant que coach, quand on accompagne, on peut dire, tiens, est-ce qu'il y a des parties prenantes qui ont été oubliées? Des fois, on oublie, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les actionnaires, ou j'ai oublié et puis, ça c'est un peu plus subtil, est-ce qu'il y a des parties prenantes que l'on a écartées en disant, tiens, celle-là, ouais, non, ça c'est pas la peine, on va pas leur demander ce qu'ils en pensent. Voilà. Et en même temps, bah, quand on leur demande pas ce qu'ils en pensent, bah, souvent ça revient en boomerang de toute façon. Quels sont les besoins de ces parties prenantes? Et puis, quand on considère le système élargi, quels sont les enjeux qu'on appelle PESTEL? Donc, PESTEL, c'est un acronyme américain pour dire politique, environnementale, sociale, technique économique et légal. D'accord? Donc, pas simplement les enjeux économiques et sociaux. Non, vraiment d'ouvrir là aussi les chakras, comme disait tout à l'heure Pierre Mathieu, sur de quel type d'enjeux et de quelles conséquences on parle. Et donc, je vous disais tout à l'heure, ben moi, quand j'ai pensé à quelqu'un qui a élargi son regard et qui voit les différents systèmes, j'ai tout de suite pensé à Pierre. Et donc, ben, c'est la question que je voulais te poser. Pierre, toi, quels sont les moments de bascule qui ont fait que tu as vu large? Comment, voilà, qu'est-ce qui a ouvert ton regard et tes chakras sur considérer des systèmes plus larges? À toi. Merci Sylvie Nuria, et puis je suis honoré que tu aies pensé à moi. Euh, Moi, je vais juste vous apporter mon témoignage. Alors, déjà, j'ai envie de dire que on parle d'accompagnement à la transformation. Et quand on est en entreprise, on pense bien sûr, et face à des enjeux tels que qu'on touche du doigt à la CEC, on pense comment je fais pour transformer mon entreprise pour aller vers une économie régénérative. Mais le préalable à la transformation d'une organisation, c'est la transformation du dirigeant. Ça, je pense que c'est essentiel. Ça paraît peut-être évident, mais je pense que c'est important de le dire et de le comprendre parce que on parle bien de transformation. Moi, j'ai presque envie de dire même de parler de conversion. Conversion, c'est la conversion quand on fait du ski, c'est je change de direction et je change de direction parce que j'ai changé de regard aussi pour accompagner justement ce changement de direction. Donc, je pense que c'est de ce type de changement de regard dont il s'agit. Alors, changement de regard, euh, moi, je pense que ça s'est fait un petit peu tout au long de mon parcours professionnel. Déjà, j'ai eu un changement de regard tout au début. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis également ingénieur. J'ai fait l'école centrale. Quand j'ai commencé à travailler, mon premier salaire était plus élevé que celui de mon papa, qui a été ouvrier toute sa vie. Et là, première interrogation, pourquoi une heure de mon temps vaudrait-elle plus qu'une heure du temps de mon papa? Est-ce que c'est juste? Euh, Ça m'a amené à un changement de regard, ou ça m'a amené au moins à prendre conscience que toute personne dans l'entreprise, dans l'organisation, quelle que soit sa place, quel que soit son niveau de formation, mérite au moins qu'on le respecte et qu'on respecte son travail. Et ça, je pense que pour moi, ça a été fondateur dans mon parcours professionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été entrepreneur pendant presque 25 ans. C'est sans doute pas par hasard si j'ai entrepris dans le domaine de la propreté.
où il y a beaucoup de personnes qui sont issues de milieux défavorisés, qui ont un niveau de formation très faible. Et, et, et sans doute que ce changement de regard initial m'a fait être sensible à tout ce qui est fragilité. Et je pense que la fragilité, c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir se transformer, euh, être ouvert à accueillir la fragilité chez l'autre, parce que je pense que ça peut être en entreprise une source de richesse, mais aussi et surtout pour le dirigeant, être conscient de sa propre fragilité, euh, l'assumer, l'accepter. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Alors, je vais essayer de développer un petit peu ça. Euh, on est tous fragiles et je pense que les personnes qui sont ici dans ce webinaire en ont conscience. On en prend bien conscience quand on voit lors du premier jour de la CEC tous les défis qui nous attendent, pardon. On est tout petit et on est très fragile face à ça. Mais au-delà de ça, euh, je pense que la fragilité pour un dirigeant, elle est essentielle euh, sur au moins deux plans. Euh, le premier, c'est que si je me crois tout puissant, si je ne suis pas fragile, j'ai pas besoin des autres. C'est si je me sens fragile, si je sais que j'ai des fragilités, que je vais avoir besoin des autres. Et donc, c'est cette fragilité qui est un préalable à une relation authentique avec l'autre. Et la deuxième chose, quand on est dirigeant, je pense qu'il faut pouvoir euh, donner une vision, donner le chemin, entraîner les équipes. Et ça, on ne peut le faire que si on génère chez les équipes la confiance. Et la confiance repose forcément sur l'authenticité. Et je ne peux pas être authentique si je me cache à moi-même mes propres fragilités. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est important. Hmm. Donc ça, je pense que c'est mon premier point de bascule euh, qui m'a amené dans mon parcours d'entrepreneur à être attentif à ces choses-là. On parlait de Naoki tout à l'heure. On a travaillé en 2021 sur la raison d'être de Naoki. Et la première phrase de notre raison d'être, c'est Naoki prend soin de ses salariés et veille à leur épanouissement. Donc, un ancrage important dans le domaine social. Les points de bascule, il y en a sans doute eu un petit peu tout au long de mon parcours professionnel. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi un point de bascule important avec la CEC parce que moi, je n'avais pas conscience je ne connaissais pas les limites planétaires, hein, donc j'avais pas conscience de tous les enjeux auxquels on est confronté. Comme tout le monde, j'entendais bien sûr parler du réchauffement climatique et puis je, je subissais les canicules en été, mais voilà. Euh, Ça, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sylvie Nuria, si on prend du recul et puis qu'on essaye de voir les choses de façon beaucoup plus globale, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas que cette limite-là, qu'il y en a beaucoup d'autres, et donc que les enjeux qu'on a à faire qu'on a devant nous sont énormes. Donc, euh, j'ai fait la descente du U avec la première session. Mais tu es là avec nous, donc tout s'est bien passé. Oui, oui, ça s'est bien passé. Et puis après, tu vois, dans la façon dont on parcourt cette courbe, je pense que c'est lié aussi au tempérament de chacun. Et moi, je suis plutôt un optimiste. Voilà, je pense que les solutions, on- je dis pas qu'elles sont simples hein, et qu'elles sont faciles, mais en tout cas, si on ne fait rien et si on n'anticipe pas, si on se prend le mur à grande vitesse, ce sera plus compliqué que si on anticipe. Et donc, il faut qu'on essaye tous de faire ce qu'on peut faire, ce qui est à notre mesure, pour essayer d'anticiper au mieux ce qui doit arriver. Hmm. Merci Pierre. Et quand on a préparé ce webinaire, tu me disais comment la théorie du donut t'avait aidé à changer de regard. Donc, si Mm. tu veux bien nous partager, je vais l'afficher là avec Oui. la superbe illustration de Solène Dargaud avec son autorisation.
qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait basculer ton regard? Qu'est-ce qui t'a fait Mm. changer de regard dans ce... Oui. Alors, la théorie du donut, donc, vous voyez, le donut, c'est ce cercle, enfin cet anneau qui est en bleu. À l'extérieur, donc, on a les limites planétaires. Et puis, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle le plancher social. Et je trouve que cette théorie du donut permet d'éclairer de façon très, très simple quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, c'est le fait que tout est lié. Tout est lié. Alors peut-être que certains d'entre vous le savent, tout est lié, c'est notamment dans l'encyclique Laudato Si du pape François, qui est une encyclique qui a été largement partagée au-delà des milieux chrétiens, où justement le pape a alerté en 2015 sur tous les enjeux qui sont liés à la transition écologique. Et dans cette encyclique, le pape dit tout est lié et parle du cri des pauvres et du cri de la terre. Et en quoi le cri des pauvres et le cri de la terre sont liés, je trouve que le donut l'explique bien. D'une part, parce qu'on comprend bien que si on a un problème sur la limite planétaire de l'eau douce, eh ben, on aura un problème au niveau du plancher social sur l'accès à l'eau pour chacun, mais aussi et surtout parce que tout l'enjeu de ce qu'on a à vivre dans les décennies qui viennent, c'est de repenser nos modèles économiques pour qu'on puisse se Mm, situer à l'intérieur de, de ce donut, de cette couronne bleue, euh, à l'intérieur, parce que si on dépasse les limites climatiques, ça va mal se passer, donc il faut rester en dessous du plafond des limites climatiques, mais en même temps, il faut que chaque individu ait un accès à l'eau, à la nourriture, à l'énergie, etc. Donc, il faut qu'on puisse rester au-dessus de ce plancher social. mm. Et donc, je trouve que ça explique très très bien pourquoi les enjeux climatiques et les enjeux humains sont liés et pourquoi finalement tout est lié. Ça, ça englobe la complexité et l'interdépendance de tous ces facteurs. Oui, tout à Merci fait. beaucoup, Pierre, pour ton témoignage. Je voudrais ajouter que sur cette illustration, il y a 4 des limites planétaires qui ont été dépassées. En réalité, il y en a 6 depuis la première réalisation de ce donut. Donc, ça inclut la pollution chimique et l'utilisation d'eau douce qui, elles aussi, sont dans le rouge. Donc, Mm. des 9 limites planétaires, c'est important de le rappeler. Merci, Pierre. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Oui, peut-être un petit point aussi moi, me touche à Mhm, cœur, c'est que je pense que les entreprises ont aujourd'hui une vraie responsabilité pour contribuer à réduire toutes les fractures qui existent dans la société, la fracture sociale, économique, environnementale. Et tu as parlé tout à l'heure de changer de regard et de l'importance de prendre du recul, d'associer les parties prenantes et de se poser mhm, la question de savoir si on a bien associé toutes les parties prenantes. Euh, Moi, je suis en train d'accompagner le repreneur de Naoki, puisque j'ai transmis l'entreprise il y a 2 mois. Et ma dernière mission, c'est de contribuer à transformer Naoki en entreprise à mission. Donc, on est mhm, en train de se poser cette question sur les parties prenantes. Mais au-delà de ça, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que, il faut aussi se poser la question des parties manquantes. Quand on parle de parties manquantes, je pense notamment à deux. mhm, La première, c'est la nature, parce qu'on prend plein de choses dans la nature et puis bah, souvent on lui redonne pas grand-chose. mhm, Et donc il faut aussi s'intéresser à la nature. Et une autre partie manquante, je pense à laquelle il faut penser, c'est tous ceux qui sont sur le bord du chemin, tous les exclus de la société. mhm, Chez Naoki, on s'est engagé depuis un petit peu plus d'1 an avec l'association Les Bureaux du Cœur pour accueillir dans les locaux de l'entreprise des personnes qui sont sans domicile, de façon à ce qu'ils puissent, au cours d'un parcours de réintégration, formation, retour vers l'emploi, vivre cette période dans les meilleures conditions possibles mhm. et justement pouvoir réussir leur réintégration. Donc, n'oublions pas non plus les parties manquantes. Ouais, merci beaucoup pour ça. C'est important de. Ouais. Mm, À la CEC, pour les parties manquantes concernant l'environnement, on parle du vivant non humain, dans lequel d'ailleurs on inclut aussi les rivières, etc., qui viennent de. Voilà.
Donc, merci pour ça. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on a vu effectivement changer de regard dans la toute première partie, voir l'ensemble du système avec le riche exemple de Naoki et de Pierre. Et ce que je vous propose maintenant, c'est donc voir l'ensemble du système. Maintenant, c'est voir autrement. Et là aussi, il n'y a rien de plus difficile que de voir autrement, parce que, comme le dit Anaïs Nin, une grande climatologue, non, je plaisante, une grande autrice, euh, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Et c'est notre plus grand piège en réalité, d'où l'importance non pas simplement de prendre du recul, mais comme le dit encore une fois William Ury dans son livre Possible, zoom in, cette fois-ci, c'est d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes qui regarde quand je regarde. Voilà, pour voir est-ce que je vois vraiment. Et donc, pour ça, deux outils ou deux modèles de coaching qui peuvent nous être intéressants, qui sont des points d'appui intéressants. Tout à l'heure, tu as parlé de modèles économiques, Pierre. Eh ben, il y a Chris Argyris qui a développé dans les années 90 cette approche des modèles mentaux avec son échelle d'inférence. On peut la représenter de différentes façons, mais grosso modo, c'est de dire nous sommes constitués de croyances qui sont un peu l'architecture de notre psyché. Ces croyances, elles peuvent évoluer, mais ça nous demande un petit travail pour les faire évoluer parce que nos échafaudages, eh ben, on les aime bien, hein, nos échafaudages qui font que... Mais donc, oui, moi j'aime bien, je trouve que les croyances, c'est comme des échafaudages. Voilà. Et donc, on les utilise et parfois, ils nous utilisent. C'est-à-dire que ces croyances nous amènent à voir la réalité avec un angle sélectif, avec un filtre sélectif, à faire des interprétations, à faire des suppositions, à tirer des conclusions et du coup à prendre des décisions. On en parlait tout à l'heure avec Pierre Mathieu, prendre des décisions et à agir de façon à ce que eh bien, les conséquences de nos actions, qui vont avoir un impact sur la réalité, bah, tiens, aux surprises, vont souvent faire qu'elles vont confirmer nos croyances. C'est pour ça qu'on appelle parfois ça les croyances autoréalisatrices. Et donc, dans le coaching, l'accompagnement pour changer de regard, bah, c'est justement souvent de mettre à nu, c'est-à-dire de révéler avec beaucoup de bienveillance, hein, parce que c'est pas, quand on touche à nos croyances, là, Marshall Rosenberg disait, c'est comme si on touchait à une vache sacrée. Une croyance, c'est un truc qui nous a construit, et donc on n'est pas prêt à s'en débarrasser comme ça, et certainement pas par violence ni par l'extérieur. C'est comme un consentement à dire, ah, finalement, cette croyance, je crois qu'elle ne me sert plus autant que ça maintenant. Je peux peut-être la laisser aller. Donc, le coaching, par contre, va aider, pardon, à mettre en lumière, voilà, à mettre en lumière le fait que, ah, le fondement de ton raisonnement, c'est donc que tu crois que le business, c'est pour maximiser le rendement des actionnaires. Ah, d'accord. Ok, mais ça pourrait être autre chose, comme le dit Pierre. Ça pourrait être de contribuer à prendre soin des gens. Qu'est-ce que ça changerait dans notre modèle d'affaires si on utilisait cette croyance-là, par exemple? Donc, on peut s'amuser, c'est le travail de Byron Katie aussi, à assouplir nos croyances pour voir quelle autre réalité ça nous permet de créer. Donc là, le travail sur les modèles mentaux. Et puis, un autre on va dire là, c'est pas tellement un modèle, mais c'est un résultat de recherche scientifique de Daniel Kahneman et de Amos Tversky, plusieurs décennies de recherche sur les biais cognitifs qui nous montrent que ben, nous ne voyons pas la réalité comme elle est et que nous tirons des conclusions basées sur un certain nombre de biais, c'est-à-dire qui sont des raccourcis dans notre modèle de pensée. Si on prend, alors, il y en a plus de 250 et on y est tous sujets. Donc, finalement, on est tous dans la même panade. Mais il y en a quand même une bonne dizaine que j'ai repris dans mon livre sur la prise de décision, qu'on retrouve régulièrement en entreprise, notamment l'excès de confiance, autrement appelé Dunning-Kruger. Donc, ça va bien aller. Je sais ce que je dis, j'ai les éléments. Finalement, l'assertivité n'est pas souvent, n'est pas liée toujours au niveau de compétences. On l'a vu pendant le phénomène du Covid en France. Donc, excès de confiance, le biais d'autorité qui peut faire que ça peut être plus difficile dans une entreprise pour un manager de se positionner par rapport à son dirigeant ou son responsable, de présenter une posture, une position différente de l'autorité. Le biais de conformité, pareil, on va avoir tendance à se conformer à l'esprit du groupe ou à la pensée de groupe. Le biais de statu quo, qui nous fait de façon tacite préférer la situation actuelle, connue, à une situation future inconnue. Et pourquoi? Parce que notre cerveau a horreur de l'inconnu
et de l'incertitude, et notamment parce qu'on a une aversion pour la perte. Et le biais de confirmation qui nous fait un peu, c'est là-dessus que sont basés les algorithmes des réseaux sociaux, hein, qui nous fait simplement sélectionner et comprendre l'entreprise comme nous pensons, voilà, comme nous pensons nous-mêmes. Donc d'avoir de la clarté à la fois sur nos croyances et sur les biais qui sont les plus susceptibles de nous influencer peut nous aider à ajouter un peu de souplesse à la façon dont on regarde les choses. Et du coup, à consentir à faire le déplacement en se disant, ah, peut-être qu'en fait, on pourrait faire autrement. Voilà. Et donc, dans le voir autrement, un autre exemple que l'on utilise aussi pour cette question des changements ou des modèles mentaux, je vous parlais tout à l'heure des changements de type 1 ou de type 2. Eh bien, la dimension de résolution de problèmes, c'est de traiter, on va dire, en surface, hein, l'image de l'iceberg est intéressante pour ça, de traiter en surface le problème. Euh, Quand on accompagne les personnes, on va regarder, tiens, est-ce qu'il y a des événements récurrents, des choses qui arrivent, que même si on l'a changé une fois, ça revient. Est-ce qu'il y a des choses à aller voir plus dans les structures ou dans les pratiques? Donc, on peut faire de l'amélioration continue. Bon, on a vu ISO 14000, tout ça, bon, ça permet de diminuer l'impact, mais en même temps, on va dire du fait de l'effet rebond, on diminue l'impact au niveau marginal, mais au niveau global, l'impact ne cesse d'augmenter. C'est ce que l'on voit au niveau de la planète. On peut changer, on peut transformer des structures. Tiens, on va faire un département de RSE en espérant que ça résolve le problème. Bon, on a un département de RSE, mais ça ne résout pas forcément le problème. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que pour transformer le modèle d'affaires, comme le disait tout à l'heure Pierre, c'est vraiment la transformation du modèle mental du dirigeant. Et souvent, je l'ai vu en accompagnant les dirigeants, c'est finalement quelle est non pas ta vision pour l'entreprise, mais qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Quel est ton désir le plus profond pour cette entreprise? Quelle est la raison d'être pour toi d'être dirigeant de cette entreprise? Et ça va avoir des répercussions sur la raison d'être de l'entreprise elle-même. Quel sens ça a pour toi de diriger cette entreprise? Et pourquoi, en 2 mots, toi, c'est toi la personne idoine pour le faire. Voilà. Donc, ça nous demande là aussi de faire ce fameux U qu'on vous propose, hein, pendant toute cette semaine en webinaire. Alors, du coup, en termes de coaching, finalement, pour aider à voir autrement, on peut se poser les questions suivantes quand on accompagne quelqu'un. C'est finalement quelles sont les croyances, les biais cognitifs qui sont les plus susceptibles d'influencer notre jugement. Et on peut aussi se poser, donc ça, on est plutôt au niveau du cognitif, hein, de ce qu'on a élaboré intellectuellement, mais j'aime aussi beaucoup mettre en lumière les aspects émotionnels, parce qu'on en a peu parlé, mais c'est vraiment ça aussi qui nous tient. Et bien souvent, il y a à la fois les craintes, alors je ne vais pas dire le gros mot de peur, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise peu en entreprise, et pourtant, la peur, c'est une des 6 émotions clés, hein. Donc, le mot crainte est plus facilement accepté. Mais en tout cas, je pense que dans toute forme de transformation, il peut être, pour pouvoir changer de regard, il est nécessaire de mettre en lumière quelles sont mes craintes et quels sont mes espoirs. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de le regarder à la fin du processus de transformation. J'avais tellement peur de ça et finalement, c'est pas passé, ou il s'est passé ça. Et j'espérais tellement ça et voilà ce que j'ai obtenu au final. Donc, de révéler les craintes et les espoirs dans l'accompagnement. Donc, vraiment de mettre sur la table les aspects émotionnels. Et avant de vous laisser la parole pour des questions ou de continuer sur les échanges, on voulait faire un petit point sur quelles compétences de coaching, finalement, cette transformation et ce changement de regard viennent chercher. Eh bien, on a les 8 compétences clés d'ICF, de la Fédération internationale de coaching, qui ont été revues en 2021. Et en fait, quand on a préparé ce webinaire, on s'est dit, avec Lydie, on s'est dit justement, les 2 compétences qui viennent le plus résonner par rapport à ça, c'est l'écoute active et susciter des prises de conscience. Alors Lydie, toute la semaine du coaching, elle a généré un ensemble de posts sur LinkedIn que vous pourrez voir sur les compétences de coaching et peut-être juste un petit focus sur ces compétences de la communication efficace. La première, c'est écouter activement. Donc, pas simplement les mots, mais aussi l'émotionnel, le non-verbal, les tendances, les schémas récurrents, justement pour pouvoir mettre en lumière
ces fameuses croyances qui nous bouchent un peu la vue, hein. Ça, c'est l'écoute active. Et puis, la deuxième, bah, c'est susciter des prises de conscience en pouvant peut-être challenger, en disant, tiens, c'est bizarre, j'ai entendu ça et en même temps, je vois ça. Donc, de mettre en lien différentes choses, de ne pas hésiter à questionner. Alors, c'est vrai que le biais d'autorité ou dans notre société, on peut dire, ah là, les questions, c'est intrusif. Non, le questionnement, c'est quelque chose de très puissant, en fait. Et, ah oui, c'est ce que je me dis, ça me fait penser à quelque chose. La semaine dernière, il y avait l'émission de la Grande Librairie spéciale Bernard Pivot qui nous a quittés. Et justement, l'ensemble des personnes qui étaient présentes disaient à quel point Bernard Pivot savait poser des questions. Mais des vraies questions, pas des questions dans lesquelles il avait déjà les réponses, des questions qui font approfondir, des questions qui font explorer. Donc peut-être Bernard Pivot était un master coach, c'était bien plus que ça. Mais voilà, hommage à lui et à ces questions qui suscitent des prises de conscience pour faciliter l'apprentissage, pour faciliter une nouvelle façon de voir les choses. Donc voilà, avant de vous laisser la parole, je voudrais rappeler que nos deux prochains rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 15 mai avec Marie et Émilie, pardon, sur traverser l'inconfort, cette zone où on est en bas, qui n'est pas très confortable, mais qui est pourtant très riche comme j'allais dire le mot de marécage, c'est pas très vendeur, mais en même temps, les zones humides en biodiversité, ce sont les plus riches. Donc voilà, quand on traverse l'inconfort, on arrive dans une richesse de biodiversité anthropologique d'une certaine façon, qui est vraiment riche parce qu'elle est prometteuse par rapport à trouver des solutions et d'élargir l'espace des possibles. Et ça, c'est ce qu'on verra le 17 mai sur ce même lien. Alors, il est 13h05. Ben, je voulais vous laisser la parole finalement et avoir un petit temps de partage pour vous. Quelles questions, quels commentaires ça vient faire émerger et puis quel changement de regard, si vous souhaitez le partager. Je trouve que c'est toujours riche quand on dit, ben, moi je retiens ça et du coup, ça résonne encore plus, quoi. Donc, donnons-nous du miel par rapport à ça. Ça va, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse se voir et puis on va vous écouter. Merci en tout cas pour votre attention.